Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je dis ce soir parce qu'on est mardi soir, on enregistre une émission un petit peu spéciale puisqu'on va évoquer la reprise du championnat de National 2 avec deux présidents, Alain Nersessian du FC Martigues, qui lui est plutôt pour, de ce que j'ai lu, et puis on a Christophe Fauvel, qu'on a bien connu à l'époque où on se tirait la bourre pour monter en national. Donc Christophe Fauvel, qui est le président de Bergerac-Périgord FC, qui lui est contre. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc messieurs, merci beaucoup déjà d'accepter de vous joindre à ce débat. Donc pour commencer, je vais commencer par le président, un club du groupe du Sporting Club de Toulon, c'est Alain Nersessian. Donc vous vous êtes prononcé pour une reprise du championnat. Donc si vous pouviez nous apporter vos arguments ou nous expliquer pourquoi il est important pour vous que le championnat de National 2 reprenne. En quelques mots, pour pas être trop long, parce que je crois que voilà, c'est bien si on a des échanges. Moi, depuis le début, je me suis positionné pour non pas la reprise, mais pour le maintien du championnat, puisque ce qui s'est passé, c'est au mois d'octobre, au moment de l'arrêt des championnats et au moment du confinement, on a reçu une directive du ministère des Sports nous disant qu'à partir du moment où on avait des contrats fédéraux en majorité, on pouvait s'entraîner. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé au niveau du club à poser des questions en disant si on a le droit de continuer à s'entraîner au même titre que la Ligue 2, le National ou la Ligue 1, comment se fait-il qu'on ne puisse pas continuer la compétition? Donc du coup, ça nous a amené à interpeller les instances du football. Au niveau de la Ligue Méditerranée, moi j'ai eu une réponse du président Borghini, puisqu'il y a eu une visio qui a été organisée avec les clubs, où on a échangé sur la difficulté, le contexte, etc. Et puis ensuite il y a eu Noël, la fin d'année, et puis l'annonce de la reprise de la Coupe de France, et derrière l'annonce de la reprise. Et à ce moment-là, on était, nous, complètement dans la logique qui a prédominé à cette annonce-là, c'est-à-dire une reprise des entraînements avec un protocole qui nous a imposé quand même le protocole, enfin en tout cas à nous, il nous a imposé depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, on a un protocole de test avec un protocole de contrôle à l'entrée des vestiaires, etc. On a joué des matchs à huis clos, voilà. Donc, pour nous, on était dans la continuité de tout ce qu'on connaît depuis le début de cette saison triste et compliquée. Donc, pour nous, il n'y avait pas de raison. Il n'y a pas de raison logique. En tout cas, moi, je n'ai pas été convaincu par les arguments d'arrêt. Et puis, surtout, ce que moi, je tiens à souligner dans le contexte, c'est que quelle que soit la décision, moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pris notre avis, on nous a pas concerté, on n'a pas discuté avec nous. Mais moi, je suis très heureux aujourd'hui de discuter avec un président, et y compris même avec un président qui partage pas la même opinion que moi, parce que moi, j'ai une opinion dans mon coin qui est l'opinion de quelqu'un qui regarde sa réalité, mais peut-être que c'est pas la réalité partout. Et j'ai bien compris que c'était pas la réalité partout et que c'est ce qu'il faut qu'on gomme, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à gommer aujourd'hui et à trouver des solutions. Voilà. Le stop and go permanent, les hésitations et la non prise de position de la fédération, moi, m'a un peu dérangé dans la situation. Voilà, brièvement. Après, on va revenir. On va affiner tout ça. On va écouter Christophe, qui s'est prononcé pour le contre. Oui. D'ailleurs, juste avant que tu commences, Christophe, est-ce qu'on peut dire que tu es entre guillemets, le porte-parole de la fronde des contres, ou bon, c'est en ton nom, mais ce que tu vas dire, c'est largement partagé par ceux qui sont comme toi contre cette reprise? Oui, je vais pas m'octroyer le lead de cette idée, mais en tout cas, j'étais un des premiers effectivement à la mettre publiquement sur les informations, parce que je trouvais qu'on n'entendait qu'un son, et qui n'entend qu'un son, on n'entend qu'une cloche. Donc j'étais un des premiers à le dire en tout cas. Mais je suis presque désolé de
de vous dire que, au risque de vous décevoir, que je suis à 90% presque d'accord avec le positionnement d'Alain. Parce que quand on parle de l'arrêt de ce championnat depuis novembre, lorsque ce confinement arrive, je le rejoins complètement sur le fait que nos structures de National 2 sont suffisamment professionnelles et armées et disciplinées pour pouvoir jouer avec un protocole sérieux. Donc là, je le rejoins, mais à 200%. Je le rejoins également à 200% sur le manque de visibilité que la FFF nous a imposé tout le temps de ces atermoiements. On continue, on reprend pas. Vous pouvez reprendre l'entraînement, mais on n'a pas de visibilité. Alors, concernant le club de Bergerac, dont j'ai le plaisir d'assurer les fonctions de président, on avait été éliminé juste avant en Coupe de France. Donc, reprendre au début décembre, quand on a eu la possibilité de reprendre sans aucune visibilité d'une compétition à jouer à un moment donné, j'avoue, dans le club en interne, j'ai dit niet, nous ne reprenons pas déjà en décembre. On attend d'avoir une date de reprise de la compétition pour avoir un objectif, refaire une préparation physique. Je comprends les clubs qui jouent en Coupe de France qui sont repartis à ce moment-là. Moi, j'avais plus de Coupe de France à jouer. Je ne repars pas en décembre. En janvier, je repars en disant, on va redémarrer inéluctablement. Donc, ça devait être janvier. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve complètement déplorable, et c'est pour ça que là, par contre, c'est le point de différenciation qu'on a avec Alain, c'est que au mois de mars, quand on nous dit, vous allez repartir dans 15 jours, sans préalable sur un délai relativement court et non négocié, là, je trouve que à ce point de la saison, ça devient dangereux, ça devient un peu inintéressant sportivement parce que la saison, qu'on le veuille ou non, quand on l'arrête fin octobre et qu'on la reprend mi-mars, la saison, c'est plus la même, elle n'a pas la même saveur et c'est un raccourci de saison de toute façon. Et donc là, je dis une fois de plus, la FFF, ils se moquent du foot amateur. Ils ne cherchent même pas à savoir comment ça marche chez nous. Et là, je dis stop, on n'est pas des pantins, ou alors on l'est, mais on ne voudrait pas que ça sache trop fort quand même, quoi. Voilà. Donc c'est ça, on a un petit point de différenciation. Après, c'est vrai, sur moi, à ce stade, et on va y revenir après certainement, parce que comme le dit Alain, ça met en exergue cette situation, le fait que dans ce championnat de National 2, il y a des situations extrêmement disparates entre les clubs, que ce soit au niveau des statuts, que ce soit au niveau des budgets, que ce soit au niveau des ambitions. Et je crois qu'on n'échappera pas à une réforme de ces championnats nationaux, parce que un club qui a des moyens, je pense, comme Martigues, par exemple, on peut parler budget tout à l'heure, je pense qu'on doit avoir après la moitié du budget de Martigues, on joue carrément plus dans la même catégorie, parce qu'il y a un soutien des collectivités dans le sud-est qui n'existent absolument pas dans d'autres régions, et on pourra comparer tout à l'heure les subventions que touche, et Dieu merci, j'aimerais avoir les mêmes, hein, c'est pas du tout une critique, loin s'en faut, au contraire, c'est un intérêt des collectivités pour le sport et le foot en particulier, et je déplore que ce soit pas pareil partout, mais voilà, on n'a pas les mêmes capacités à assurer des trains de vie, des protocoles, voilà. C'est en ça qu'on a une différence et que le débat, comme le disait Alain, et vous l'avez provoqué, me semble intéressant pour mettre en exergue ces fortes différences, bien sûr. D'où les réactions différentes après à un moment donné. Voilà. Justement, en parlant, Manu, en parlant de protocole, c'est un protocole national finalement. Et quelle incidence ça a d'un point de vue budgétaire pour les clubs? En fait, le problème, c'est que c'est pas que pour les clubs, c'est aussi pour la sécurité sociale. Alors, on en est conscient, mais comme aujourd'hui, un certain nombre de tests coûtent à la sécurité sociale. Donc, ça a un impact sur le club financier non négligeable, mais ça a un impact aussi sur la sécurité sociale. Après, c'est le choix, mais je rejoins ce que disait Christophe. C'est effectivement la décision. Soit on prend la décision de considérer que les joueurs de National 2 sont des joueurs du football et du niveau élite du football, soit on considère qu'ils ne le sont pas. Et à ce moment-là, si on considère que ce sont des sportifs de haut niveau, on y consacre les mêmes moyens qu'on consacre dans d'autres sports. Voilà. Mais j'ai une question. Pardon, juste pour préciser, pour nous, par exemple, pour le FC Martigues, mais je sais que c'est pas la même réalité ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui m'a plu dans l'intervention de Christophe, c'est que je pense que si on avait eu le moyen de pouvoir échanger avec,
nos dirigeants, je pense qu'on aurait pu tous cheminer, trouver des solutions ensemble. Parce qu'on est franchement pas très éloignés, hein. Malgré nos désaccords, on n'est pas très éloignés sur le constat, le diagnostic que l'on fait. Moi, juste, je voudrais dire que sur les protocoles, c'était beaucoup plus compliqué pour nous, au début de saison, de pouvoir démarrer le championnat parce qu'il n'y avait pas de test. C'était compliqué dans les labos. Enfin, nous, on a eu la chance de travailler avec un laboratoire sur la ville de Martigues qui nous a permis de réaliser les tests. Sinon, on n'aurait jamais pu tenir le protocole. Donc, c'était beaucoup plus compliqué hier qu'aujourd'hui. Enfin, qu'au mois de novembre, en tout cas. Parce que je partage l'inquiétude du président de Bergerac sur la reprise au mois de mars par rapport à une saison tronquée, etc. Mais si on se dit qu'au mois d'octobre, novembre, on aurait pu continuer le championnat avec des protocoles, là, pour le coup, les tests étaient beaucoup plus simples. Voilà, juste ce que je voulais préciser pour nous. Moi, ce qui me fait quand même halluciner quand je vous entends, là, c'est de me dire que finalement, alors qu'on est au XXIe siècle, qu'il existe des outils de communication, preuve en est, hein, on arrive à faire des émissions en visio, finalement, les clubs ne soient pas concertés, quoi. Ça me paraît quand même assez hallucinant. Au-delà de l'aspect technique, il me semble que la base, voudrait qu'on interroge d'abord les acteurs, et en l'occurrence les clubs, Christophe. Oui, écoutez, moi je peux vous donner, pour renforcer malheureusement votre argumentation, je peux vous donner 3 chiffres qui me semblent suffisamment significatifs et qui correspondent à une certaine forme d'actualité, puisque nous avons élu ce week-end un nouveau président à la Fédération française de football. Je mets nouveau entre guillemets. Si on veut, on a compris. Un nouveau mandat, voilà. Et je crois que tant que le football, qui pèse 2 millions de licenciés, avec 18 000 clubs, continuera d'élire un président avec 220 électeurs, grands électeurs, eh bien, je suis étonné que nous soyons dans cette situation et complètement négligés. Voilà. C'est peut-être un peu... Mais bon. Et parenthèse dans la parenthèse, on peut aussi regretter le fait que les différentes listes sont pas très, je vais être un peu trivial, sont pas très bandantes, hein, de toute façon. Hein. C'est ça aussi. Hein. Si c'était pas Nono, c'était Thierry, c'était aussi du réchauffé. Enfin bref, il y a beaucoup à dire, hein, sur cette élection. Le système est un petit peu verrouillé, je trouve, et d'où cette impression, voilà, d'être un fétu de paille quand on est un club amateur. À l'intérieur d'un gros système ou de face à un gros système. Donc la concertation, effectivement, n'est pas le point fort de la Fédé. Il y a des gens très compétents à la Fédération française de football. Hein. Je ne veux surtout pas faire une attaque globale. Il y a des gens vraiment très investis, très compétents, que ce soit en élu ou en technicien. Mais voilà, le système est ainsi fait que on a du mal à entendre toutes les voix de ce foot amateur. Et c'est pourtant la base. Sans foot amateur, il n'y a pas de football professionnel et l'un a besoin de l'autre. Je crois qu'on oublie souvent que le football professionnel a besoin de la base, de son socle du foot amateur. Moi, si je peux rajouter quelque chose, alors au-delà des considérations sur l'élection et sur la fédération, c'est que je crois que moi, ce qui m'a le plus touché, mais je le dis sincèrement, parce que on a les présidents, on a des préoccupations avec nos clubs qui sont composés d'une équipe Fagnon, hein, l'équipe de N2, mais en l'occurrence, mais aussi avec des centaines de licenciés chez les enfants et chez les jeunes. Mais ce qui m'a le plus touché dans ce moment-là, c'est qu'à aucun moment, moi, en tout cas pour le FC Martigues, à aucun moment, on a eu une attention pour ceux qui font vivre le football, ceux qui font vivre la fédération, c'est-à-dire les joueurs. Moi, je n'ai eu aucune... alors, je ne sais pas, j'essaye de regarder un peu les sites, j'essaye de lire un peu les journaux, j'essaye... Voilà, à aucun moment, il n'y a eu l'expression de la Fédération française de football en direction des joueurs. Et ça, faut qu'on mesure... moi, je me dis, c'est pour moi... autour de moi, je pense que la période qu'on vit et dont on vient de fêter l'anniversaire hier, je crois, voilà, ça aura eu des dégâts importants dans
dans la société, dans les comportements. Mais chez nos footballeurs, il faut imaginer, c'est 2 saisons. Là, qu'on est en train de sacrifier 2 saisons. Alors après, je redis, quelle que soit la décision, moi, j'aurais préféré, franchement, j'aurais accepté une décision d'arrêt du football, sans commentaire, si elle avait été construite, travaillée, si on y avait mis les formes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul entrepreneur dans ce pays qui n'a pas pris 5 minutes pour discuter avec ses salariés de la situation qu'on est en train de vivre. La Fédération française de football n'a pas pris 5 minutes pour discuter de l'état des joueurs de National 2, je parle. Alors après, certainement qu'ils discutent de l'état des joueurs de Ligue 1, de l'état des joueurs de Ligue 2, mais pas de National 2. Et ça, franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne pourra pas m'expliquer et trouver des arguments pour défendre la position de la fédération. Ouais, c'est cette notion de start and go start and stop, pardon, qui paraît complètement délirante et qui doit être très très difficile à gérer. D'ailleurs, Christophe le disait, mais bon, on a eu aussi écho de tout un tas d'autres clubs que voilà, on se prépare pour une saison, finalement on s'arrête. On nous dit qu'on va peut-être reprendre, on nous demande de reprendre, finalement on n'a pas de date butoir ou de date de reprise plutôt. Voilà, et puis il faut de nouveau refaire une préparation, ça doit être très compliqué. Au-delà de ça, et pour rebondir sur ce que disait Alain, en N2, quand c'est une supposition que je fais, mais vous allez, ou Christophe ou Alain me répondre, je suppose que quand on a des contrats fédéraux, il y a peut-être une notion de chômage partiel, peut-être comme dans toute entreprise classique. Là où, par contre, puisque vous parliez des joueurs, toutes les équipes de National 2 ou de foot amateur ne sont pas toutes composées de joueurs possédant ce type de contrat. Donc, il faut aussi peut-être se soucier de ces joueurs qui bossent à côté ou qui ne se consacrent qu'au foot, mais n'ont pas forcément de contrats fédéraux. Voilà, quel impact ça a aussi sur ces joueurs-là. C'est votre cas, Christophe, peut-être un mélange de plusieurs types de contrats. On est équilibré à peu près à Bergerac, on est à peu près équilibré entre la moitié de joueurs fédéraux et la moitié non fédéraux. Les aides que nous a octroyées l'État à travers l'activité partielle nous a bien aidé l'an dernier et cette année à passer le cap, même s'il faut rappeler quand même que les prises en charge de l'activité partielle cette année n'ont rien à voir au niveau des taux de ce que c'était l'an dernier. Tout le monde pense que voilà, l'activité partielle nous permet de faire presque de la trésorerie quand on écoute certains commentaires. La FFF, encore une fois, je veux pas on n'est pas là à faire leur procès ce soir, mais pourquoi pas? Si l'État l'an dernier, si les régions, les conseils régionaux qui a priori ne s'occupent pas de ce niveau de sport, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, s'ils n'étaient pas intervenus massivement pour nous aider et passer ce cap, on aurait beaucoup de clubs posé la clé sous la porte. La FFF, elle, excusez-moi, mais elle n'a pas bougé le petit doigt pour financièrement nous venir en aide et sauver son modèle économique, encore une fois, du foot amateur. Et cette saison, ce ne sont que des échos, donc je ne peux pas les confirmer ou les affirmer, mais j'ai le sentiment que les gens qui nous contrôlent, notamment à la DNCG, qui font ça avec extrêmement de rigueur et beaucoup de zèle, pour ne pas dire plus, eh ben, ils sont persuadés qu'on s'est mis un peu d'argent de côté l'an dernier. Ben, écoutez, je dis chapeau. Si on a réussi à thésauriser dans ces conditions-là, je dis chapeau. Alors c'est peut-être pas la généralité, mais je connais beaucoup de clubs qui, en début de saison 2021, ont attaqué la saison avec des budgets largement en baisse par rapport à l'année dernière. Parce que le premier poste dans beaucoup de clubs, c'est le partenariat privé et qui n'a échappé à personne, que l'économie a souffert en 2020 et que beaucoup de clubs ont soit abandonné le partenariat, soit au mieux diminué, et que voilà, nos budgets d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et que ça les a déjà affectés et que les prises en charge, et Dieu merci, de l'État et de la région sont toujours là, moins quand même qu'avant, et donc la période est compliquée financièrement aussi, il faut le dire, et personne n'aborde le sujet. J'aimerais bien savoir quelle va être la position de la DNCG en fin de saison, lorsque des clubs vont arriver peut-être avec des comptes dans le rouge. Est-ce qu'ils vont avoir leur rigueur habituelle et leurs sanctions habituelles, ou est-ce qu'on va avoir droit à un peu de mansuétude? Je pose la question. Ouais, vous évoquez quelque chose dont je voulais parler, c'était justement la notion de budget avec
effectivement, c'est quelque chose qui nous est beaucoup remonté, à savoir que les clubs ont perdu pas mal d'argent au niveau du sponsoring, mais ont aussi perdu un nombre important de licenciés. Donc tout ça, ça fait des manques à gagner pour les clubs. Et comme vous dites, la DNCG, quelle sera sa position ? Y aura-t-il une instance au-dessus de la DNCG qui demandera une mensuétude, ou je ne sais pas comment appeler ça, ou est-ce qu'elle appliquera ces barèmes ou ces critères tels qu'on peut les connaître et dont le Sporting, par exemple, a été assez souvent, fut un temps, victime, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais. Moi, j'ai un peu peur. Pour l'instant, ce sont des gens charmants, mais en fait, ils sont très règlement quand même. Mais moi, si je peux rajouter, parce qu'après, dans la discussion, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est intéressant, peut-être de confronter les idées. Mais dans ce que dit, alors je partage complètement l'analyse de Christophe sur la situation, d'autant qu'il évoquait en début de discussion la disparité entre les clubs. Et pour le coup, il y a une vraie disparité en National 2 et avec des réalités qui sont totalement différentes. Mais il y a quand même une constante dans tous les clubs, c'est que nos salariés ou les gens que nous faisons travailler, parce que même ceux qui ne sont pas salariés, où ils ont l'espoir de le devenir un jour, où ils l'ont été, ou alors ils n'en sont pas loin. Ceux que nous faisons travailler ne sont ni des boulangers, ni des bouchers, et je respecte complètement les boulangers et les bouchers. Mais aujourd'hui, on s'arrête de faire du pain aujourd'hui. À la fin de l'année, on se remettra à faire du pain de la même manière. Un footballeur, quand il joue pas, quand il s'entraîne pas, parce que on sait que des clubs, pour des raisons diverses et variées, mais pour aussi des raisons financières, ont arrêté les entraînements depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Un joueur, quand il ne joue pas, quand il ne s'entraîne pas, c'est compliqué pour lui. Moi, j'ai des joueurs qui avaient beaucoup d'espoir, de jeunes joueurs qui avaient beaucoup d'espoir de pouvoir briller la saison dernière, de briller cette saison, qui ont été stoppés dans leur élan. J'ai des joueurs qui ont un certain âge et qui se posent des questions sur la continuité de leur activité, mais qui du coup se la posent différemment parce que c'est plus compliqué quand on a 35 ans de pas jouer, de pas s'entraîner pendant 4 mois. Voilà, donc il y a de vraies réalités qui font que même nos entreprises, puisque on nous assimile, et Christophe le disait, il y a certains esprits chagrins imaginent qu'on a fait du bénéfice sur le dos du virus et de la pandémie. Nos entreprises, elles ont besoin d'une dynamique pour continuer à fonctionner, à attirer les sponsors. On sait très bien, et moi je disais, en National 2, nos sponsors ne rêvent pas. Nous, dans le Sud-Est, on le sait, les sponsors rêvent d'être partenaires de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Voilà, pas du FC Martigues. Donc on sait très bien que si derrière il n'y a pas une dynamique, une activité, si on pratique pas ce pourquoi on existe, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà. Je voulais recentrer le débat sur le côté un peu plus concret de la situation. Est-ce que finalement je sais pas si c'est le terme scandale, mais on va dire ça. Est-ce que finalement le scandale, il n'est pas que le National 2 n'ait pas été plutôt dans les pas du National plutôt que dans les pas du National 3, de la DH, qu'il n'est pas finalement suivi, parce que finalement on s'est arrêté 4 mois, le National 2, alors que je pense que la réalité moyenne de club de National 2, je ne sais pas, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais peut-être se rapproche un peu plus du National que du National 3. En tout cas, c'est le cas pour Martigues. Bon, je ne sais pas ce qu'en pense Christophe, mais est-ce qu'il n'est pas là déjà un peu le problème, c'est que le National 2 n'aurait pas dû s'arrêter comme le National, parce que finalement les situations sont plus similaires qu'autre chose.
Si, je partage à 200% votre argument, c'est celui d'Alain aussi. Je crois qu'en introduction, c'est ce qu'il disait en substance. Hein. Et moi, je rejoins quelque part mes détracteurs, entre guillemets, ou mes opposants sur le fait de repartir ou pas. Je les rejoins complètement sur cette analyse que ça n'aurait jamais dû arrêter. Et je pense que l'excellent travail qui a été fait par l'autre collectif, je vais l'appeler comme ça, l'autre collectif de clubs de N2 sur le benchmark entre les clubs, sur les budgets, sur les organisations et autres, a servi de socle et de base pour aller voir la télé et faire reconnaître un peu ce travail. C'est juste dommage qu'il ait fallu cet événement-là pour que la Fédé se rende compte du poids économique que représente la N2. Et je vous rejoins complètement sur le fait que c'est une ineptie que nous ayons été arrêtés fin octobre, début novembre, alors que la N1 a continué. Nous sommes au moins aussi bien structurés que la N1, j'en suis persuadé. Ceci étant dit, je rejoins, par contre, je reste sur ma position que reprendre à l'heure actuelle, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais ça sera suicidaire parce que reprendre dans des conditions de huis clos, Alain le disait à l'instant, on ne fait pas rêver en National 2, on est entre nous, on peut se le dire. Hein. On a des passionnés, on a des publics, on a des partenaires, mais parce qu'il y a un modèle économique qu'on sait faire vivre avec mes collègues présidents, mais on ne fait pas rêver les foules quand même. Et déjà qu'on ne fait pas rêver, si en plus on reprend à huis clos, sans buvette, sans billetterie, sans rien du tout, franchement, on n'est pas télévisé comme la Ligue 1 ou la Ligue 2, voire la Nationale. Nationale, oui, tout à fait. Bien professionnalisé là-dessus. Pour moi, c'est la double sanction. Alors, je comprends l'impatience des joueurs, je comprends, c'est humain. Mais mince, il y a un modèle économique, c'est quand même les clubs, les présidents de clubs et leur bureau, leur comité directeur qui sont responsables de l'équilibre des clubs. Et je crois qu'on n'est pas des pantins, on est des gens relativement sérieux, je trouve. Et voilà, on doit nous écouter quand on dit que c'est nous mettre en danger financièrement de nous faire repartir à ce stade, car on est dans une saison difficile. Eh bien, on est une des seules encore disciplines à ne pas avoir pris de décision parce que les journées de championnat sont repoussées, mais aujourd'hui, on n'essaie toujours pas si on repart pas. Non, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est terrible. C'est ce qui est terrible. Mais après, ça pose quand même là crûment la question, parce que tout à l'heure on évoquait la DNCG, que quand même le vrai problème de la Nationale 2, c'est qu'aujourd'hui nous avons, dans l'état actuel de la situation, nous avons tous les inconvénients du national, toutes les contraintes du national, ça a les avantages, mais aucun avantage. En tout cas, pas d'avantage sur les accompagnements. Parce que aujourd'hui, moi tout à l'heure, Christophe évoquait la mansuétude de la DNCG au mois de juin. Mais moi, je pose la question, je ne sais pas si il faut se présenter devant la DNCG. Enfin, je veux dire, franchement, aujourd'hui, on nous considère comme du football de ligue, puisqu'on ne considère pas que c'est une compétition nationale. Donc, pourquoi on devrait se présenter devant la DNCG Voilà, alors je fais exprès, je provoque quand je dis ça, bien évidemment, mais ce sont de vraies questions. Donc, peut-être qu'il est temps aussi de se mettre autour de la table et de travailler à une vraie réforme pour permettre à la fois... Parce que moi, j'ai une autre question, hein. Même si c'est pas mon dada, j'ai pas été joueur, j'ai pas été agent de joueur, j'ai pas été donc, mais c'est la question de la sécurisation des contrats des joueurs de football. Je veux dire, peut-être que là aujourd'hui, on peut avoir une vraie réforme qui permette de travailler sur les contrats des joueurs et peut-être de se dire qu'on va créer enfin des divisions qui sont structurées avec des contraintes pour les clubs. Mais ce qui permet aussi à des clubs que moi je peux comprendre, hein, des clubs qui n'ont pas. Je discutais avec mon collègue de Marignane-Gignac qui a connu le national, qui est redescendu à National 2 et qui cette année faisait partie de ceux qui ne voulaient pas reprendre. Mais lui il me dit moi je remonterai plus peut-être que je remonterai plus en national, peut-être que j'ai pas les moyens. Aujourd'hui je fais mes déplacements en minibus. Donc je suis pas sur un championnat national, je suis sur un championnat plus régional, etc. Donc peut-être qu'il y a besoin de discuter avec ces présidents-là pour se dire faut peut-être qu'il y ait de vraies divisions structurées et pas cette division qui est quand même une division bâtarde où on a avec les réserves pro. Voilà, c'est ça, ouais. Et où on parlait de budget, et tout à l'heure Christophe le disait, effectivement des budgets qui sont complètement différents d'un club à l'autre.
Je crois qu'avec Alain, on entraîne, grâce à vous, messieurs, dans Rascas TV, on va se préparer une très belle audience à la DNCG cet été. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec 80 présidents qui vont arriver en même temps à la DNCG, ils vont être contents. Mais moi, Christophe, ça fait 3 ans que je vis de très dures épreuves parce qu'on hérite d'une situation très compliquée au FC Martigues. Voilà. Ouais, ça ne va pas arranger les choses. Non, je voulais prolonger juste les propos d'Alain parce que je l'ai souvent cité. Cette situation, je pense que ça me fait penser National 2 à ce qui s'est passé en rugby avec la Fédérale 1 qui a créé une division élite qu'ils ont appelée nationale, l'intermédiaire entre la Pro D2 et la Fédérale 1. Je crois qu'il y a un certain nombre de clubs en National 2 qui mériteraient, avec leur budget, avec leur organisation, avec leurs ambitions, d'évoluer dans une poule d'élite de National 2 qui est un peu l'antichambre vers le professionnalisme. Alors que beaucoup de clubs de National 2 n'en ont pas les moyens et se retrouveraient sur un championnat, me semble-t-il, un peu plus équilibré. Donc, ce qui se passe du côté de nos collègues du rugby est peut-être à regarder avec attention parce que ça me semble être assez proche de ce que l'on vit dans les 4, 5, 6 premiers clubs de poule de N2 sur les quatre groupes me semble complètement en adéquation avec cette poule élite à créer, quoi. Et si tu permets, oui, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on évoque le National 3, parce qu'on oublie trop souvent que le National n'est pas professionnel. Il y a 3 clubs qui sont professionnels, le reste n'est pas, on va dire, officiellement professionnel. C'est pour ça que, d'où la surprise de ne pas avoir calé le National 2 sur le National, parce que je pense que les deux situations sont beaucoup plus proches que différentes. Entre les deux divisions. Tout à fait. Par rapport à l'idée, donc, lorsqu'a été évoquée la reprise du championnat, puisque les clubs auraient dû jouer le week-end dernier, que pensez-vous de cette formule qui était évoquée de finir les matchs allés pour ensuite basculer sur des play-off, play-down? Si je peux commencer, Alain, peut-être. Oui, bien sûr. J'étais assez séduit et moi le premier avec Bergerac, quand en décembre on nous a demandé si on voulait reprendre ou pas, le collectif nous a consulté, nous étions tout à fait favorables à une reprise au mois de décembre parce que le calendrier n'était pas du tout le même. On reprenait en janvier. Voilà, la saison reprenait du sens et j'avoue avoir été un peu séduit par cette idée de play-off, play-down parce que c'était nouveau, c'était frais, ça pouvait faire du spectacle intéressant. Le public, j'avoue avoir été séduit. Bon, après, j'ai pas très bien compris, et je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou si c'est resté flou volontairement, quelles étaient vraiment les règles, parce que... ça n'a jamais été très clair. J'ai pas bien compris, moi, un play-off et un play-down, je sais ce que c'est au basket, et sur d'autres disciplines. Pour moi, ça ressemble pas trop à un play-off et un play-down, ce qu'on nous proposait, puisque chacun avait ses points, et donc, la situation était figée d'avance. Voilà, c'était histoire de dire qu'on finissait le championnat. Il n'y avait pas l'attrait que j'avais trouvé, comme expliqué en décembre. Voilà, c'est personnel. D'autant, si je peux rajouter, alors il y avait effectivement cette histoire de points, mais il y avait aussi, moi, une vraie question sur laquelle je ne comprenais pas. Sur les play-down, d'autant que, puisque plus ou moins tout le monde nous annonçait une saison blanche quasi assurée pour le foot amateur, et notamment la Nationale 3, parce que chez nous, dans la Ligue Méditerranée, on a eu un débat, et après, a priori, à part 1 ou 2 clubs, la Nationale 3 était plutôt réservée sur la reprise. Donc, on nous a annoncé une saison blanche, donc des play-down, avec quel but, quoi, puisqu'il n'y avait pas de descente. Donc, sans descente, franchement, alors, je pense que ça aurait permis justement aux joueurs d'avoir au moins des oppositions. Mais bon, voilà, là, pour le coup, c'était une vraie question. Donc, moi, franchement, ça, je n'avais pas très bien compris. Après, j'avais compris le système. C'était effectivement un système qui prenait en compte le classement des matchs allés. Bon, voilà, on faisait une sorte de fin de championnat sans aller au bout des matchs retour. C'est ça, tout à fait. Là, messieurs, il nous reste une dizaine de minutes. Par rapport à ce dont on vient de parler,
pour ou contre. Bon, on se rend compte que finalement, il y a quand même pas mal de points d'acquaintance, qu'on soit pour ou contre une reprise de championnat. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce qui serait pas plus simple pour les présidents de clubs que vous êtes, que soit annoncé par le ministère, par le gouvernement, que le championnat est terminé, que c'est une saison blanche, de façon à pouvoir peut-être préparer au mieux une saison 2021-2022? Pour moi, c'est la position que je défends bec et ongle, et je regrette qu'on ne l'ait pas encore à l'instant où l'on parle. Je ne vois pas, très sincèrement, vous lisez comme moi, vous écoutez beaucoup les informations dont on nous abreuve matin, midi et soir. La situation sanitaire étant ce qu'elle est sur certains points du pays, je ne vois pas qu'on puisse reprendre sereinement, comme c'était le cas il y a 15 jours. C'est pour ça que je trouvais cette décision déjà ubuesque mi-février. La situation sanitaire est toujours sur le fil du rasoir. Je ne vois pas le gouvernement desserrer les taux et autoriser la FFF à reprendre le championnat. Ou alors ça serait suicidaire et contraire à l'ensemble des dispositions. Et j'estime, alors ça c'est à titre personnel, mais que ça serait mettre les clubs en grande difficulté. Pour moi, c'est saison blanche. On fait au mieux pour limiter la casse sur cette année et on prépare au mieux la saison suivante qui va pas être simple parce que revenir voir les sponsors après deux saisons aussi hachées que celle-ci, ça va pas être une mince affaire et c'est plus à des sponsors qu'on va devoir parler, c'est à des mécènes. Donc ça s'annonce compliqué, quoi. Ça s'annonce compliqué. Est-ce que, pardon Alain, avant que vous nous répondiez, est-ce que je peux avoir une question, comment dire, un petit peu provocante? Christophe, est-ce que le fait d'être aujourd'hui 11e, ok, avec un match en moins, est-ce que il n'est pas, entre guillemets, plus simple de défendre votre position quand on se dit que si le championnat reprenait, on serait peut-être un petit peu plus proche de jouer les play-downs que de jouer les play-offs? Oui, alors vous savez, les réseaux sociaux sont remplis de ce type de procureurs. Oui, c'est pour ça que donc je pose la question. Même si je vous coupe, hein, mais bon, on se rend compte quand même que ceux qui sont plutôt contre, bon, ben ils sont plutôt, si je vois Poissy, Vannes, Blois, Saint-Malo qui est plutôt pour, qui est plutôt vers le bas, mais Sannois, Marignane, Jura Sud, bon vous. Bon, c'est quand même des équipes qui sont. Je crois qu'il y a cette Geneviève, si je ne dis pas de bêtises, qui est quatrième et qui est plutôt en haut, mais enfin, voilà, c'est des équipes quand même qui regardent vers le bas, qui sont plutôt contre. C'est vrai aussi. Je vais vous répondre deux choses pour être très très transparent. Comme votre émission va être diffusée largement, et comme ça donnera des réponses à ceux à qui je peux pas répondre sur les réseaux. Très sincèrement, regardez les traitements de Bergerac depuis 7 ou 8 ans en National 2. Et voilà, faites-vous une petite idée si Bergerac est un club qui risque de descendre en National 2 avec la qualité de notre effectif et notre organisation. Je pense que la réponse est non. Et puis, mon deuxième argument est le suivant, c'est que si il faut à un moment donné que Bergerac descende en National 3, mais Bergerac descendra, parce que ça voudra dire qu'on aura fait ou une mauvaise saison, et qu'on n'a plus le niveau de rester à ce niveau-là, et ça sera ainsi. Il ne faudra pas forcer le destin. Donc moi, je ne veux pas m'accrocher à une division dans laquelle je n'ai plus ma place. Donc s'il fallait descendre, mais encore une fois, avec l'effectif qu'on a à Bergerac cette saison, ça m'a même pas effleuré une seconde l'esprit, parce que avec le match en retard, si on avait le bonheur de le gagner, on revient dans les 5-6 premiers déjà, premier élément. Et puis je vous dis, s'il faut descendre cette année, une suivante ou une autre, il n'y a aucun problème. Aucun problème. D'accord. Alain, par rapport à la saison blanche? Oui, moi, bon, je ne vous cache pas que plus les jours passent et moins on se fait d'illusions sur l'issue de la décision. Néanmoins, je pense que le courage aurait mérité. Alors, moi, je pensais qu'une fois l'élection passée, on nous avait annoncé la date du 14 15 ou du 14 mars. Voilà, du 14 mars. Donc, je pensais qu'une fois l'élection passée, il y aurait moins de pression pour pouvoir avoir une expression officielle. Bon, a priori, c'est pas le cas. On nous dit que c'est imminent, mais on nous renvoie apparemment la semaine prochaine. Donc, il est clair que j'ai du mal à imaginer les solutions. En même temps, moi, je continue à penser que moi, je me suis engagé au sein du FCM pour qu'il y ait du football. S'il n'y a pas de football, franchement, là, en ce moment, on fait que des chiffres. Donc, moi, je continue à penser que c'est quand même bien
c'est quand même bien aussi pour les joueurs de pouvoir reprendre. Bien évidemment, il faut qu'on crée les conditions, mais ça, je pense que ce qu'on a dit jusqu'à présent le montre. On est équipé, on a les outils pour préparer nos joueurs, pour les protéger physiquement au mieux. Hein, évidemment, on n'est pas à l'abri d'incidents, mais voilà. Donc voilà. Par contre, moi, ce que je tiens à dire, c'est que si effectivement, et je partage, les conditions sanitaires viennent jouer un rôle encore très présent, il faut pas s'amuser avec ça, mais néanmoins, alors profitons pour effectivement se mettre autour de la table pour transformer les choses et aller vers une réforme qui permette, y compris, de pouvoir donner satisfaction à un certain nombre de clubs. Moi, j'entends ici qu'on commence à discuter de la L3 professionnelle parce qu'on sent bien qu'on a besoin de donner satisfaction à un certain nombre de clubs, qu'il y a des questions qui se posent sur les descentes. Moi, j'ai entendu, mais je ne sais pas si Christophe a entendu aussi, mais moi, j'ai entendu qu'il y avait une descente, deux descentes. Ouais. Comme il n'y aurait pas de montée de National 2, ouais, les clubs l'année prochaine, si monter l'année prochaine, voilà, donc on est parti dans... Donc, si on en est là, profitons pour avoir une vraie réforme, mais une réforme qui se construise dans la concertation avec les clubs, qui permettent d'enfin arrêter une structuration de contrats pour nos joueurs qui ne soit pas tout et n'importe quoi. Et juste pour la petite anecdote, on parlait tout à l'heure de la similitude avec le National 2. À Martigues, moi, j'ai plus de contrats entre les contrats nationaux, les contrats pro, contrats fédéraux. En National 2, il n'y a que les contrats fédéraux. Moi, j'ai plus de contrats fédéraux que 10 clubs de national. Donc, c'est quand même conséquent. Et Martigues n'est pas le premier club en termes de contrats fédéraux dans le National 2. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres avant. Voilà. Ouais, ne serait-ce que Toulon, c'est pas mal loti aussi. Voilà. Donc voilà, qu'on ait vraiment que là, vraiment, on aille sur une réforme et qu'on ne dise pas oui, mais pour la réforme, il faut qu'on passe par et que ça soit pour la saison dans 2 saisons, dans 3 saisons. Non, là, aujourd'hui, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, on se met en ordre de marche. Et je crois que le pays s'est mis en situation d'état d'urgence, que le football français se mette en situation d'état d'urgence et qu'on ait de vraies réflexions. On a 4 mois et ça peut déboucher et ça peut répondre aux préoccupations du président de Bergerac et au président du FC Martigues. Voilà. Parce que je pense qu'il y a la place pour répondre à tout le monde. Écoutez, il faut souhaiter que Noël Le Graët et les membres de son staff puissent assez rapidement digérer les petits fours et le champagne suite à la victoire, de façon à entendre les remontées de la base, que sont les clubs amateurs, pour, comme vous le dites, aller vers une réforme de ce football amateur. De toute façon, vous le dites ce soir sur l'antenne de Rascasse TV, mais c'est des choses qu'on entend fréquemment avec Manu quand on discute avec des dirigeants et même de clubs de National 3, voire de régional qui nous font les mêmes remontées. C'est qu'à un moment donné, le football français peut être arrivé à un stade où il doit impérativement se réformer. Alors il faut souhaiter que, puisque Noël Le Graët, fraîchement élu, annonce que, entre autres, il est réélu pour préparer la suite ou son successeur, souhaitons que ce successeur puisse aussi vous entendre de façon à pouvoir apporter les réponses que le football amateur attend. Je suis ravi de ce moment. J'ai passé un beau moment, mais vous voyez qu'on n'est pas forcément en désaccord complet. C'est vrai. Le meilleur moment sportivement, parce que j'ai rarement passé des bons moments sportifs à Martigues et à Toulon. Je n'ai jamais ramené beaucoup de points. Plus agréable. Et je dois avouer juste que, Christophe, on était dans une émission avec mon coordinateur technique. On était dans une émission la semaine dernière où, dans une question, on lui a demandé au coordinateur sportif quel était son pire moment, son pire déplacement, et il a cité Bergerac. Alors, c'est pas pour les conditions d'accueil, mais a priori, ça a été un moment qu'il a très mal vécu. Donc, sans doute une défaite qui nous a fait mal à l'époque.
Chez vous, à Martigues, je me rappelle, un 2 partout, ouais, je me rappelle, ouais. Ouais. C'était un 2 partout. Ça, c'était l'année où. Il y a 3 ans. Ouais. C'est ça. C'est l'année où Toulon, je crois, marque à la dernière minute le but de la victoire à Turcan qui leur permet de jouer le rôle de la montée. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour votre participation, votre contribution. Encore une fois, j'espère que les instances entendront. On ne souhaite pas de foot avant juin pour les amateurs, alors, parce que moi, là, c'est le supporter qui parle. Il trépigne, c'est déconné quand même. Hein. C'est déconné. Au plaisir. Mais bon. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. C'était très agréable.